Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravi de vous Bonjour. accueillir aujourd'hui. On attend encore quelques minutes que tout le monde se connecte avant d'enchaîner. Bonjour Autorisé. Laurie. Oui, on a pas mal d'inscrits aujourd'hui. Plusieurs dizaines d'inscrits. Sur Opéro également. Ouais, c'est un sujet important, l'action des entreprises pour le climat. On voit que ça mobilise. Ouais, on est ravis de voir autant de personnes mobilisées pour le climat en tout cas, hein. Ouais. Ouais, je suis justement là dans une conférence, une réunion avec d'autres acteurs du climat là. On regarde la façon dont les politiques françaises et européennes vont pouvoir se coordonner ou s'ajuster dans les années qui viennent. Évidemment, il y a des sujets d'actualité dès qu'on parle d'Europe et de climat en ce moment. Quelqu'un me disait récemment, on a l'impression que parfois les entreprises en font plus que les gouvernements. Je pense que c'est important que chaque acteur prenne effectivement sa responsabilité et l'ensemble des actions qu'il peut lancer sans attendre, euh, sans attendre les gouvernements ou les consommateurs. Avec la On diversité, t'entend enfin, moins, on t'entend moins, on Alexis. voit, pardon, on voit qu'aujourd'hui, avec aussi l'effondrement de la biodiversité, la création de puits de carbone et avec une forte biodiversité est indispensable dès maintenant. Ouais. Parce que si on agit en 2050 tous ensemble, eh ben, il sera déjà trop tard. Voilà, comme on commence à être un bon nombre, je propose qu'on démarre. Les éventuels retardataires nous rejoindront. Vous pouvez évidemment utiliser l'espace conversation pour faire passer vos messages et surtout faire passer vos questions. On va faire une présentation qu'on va dérouler, mais en préservant du temps pour les questions, de façon à avoir quelque chose d'interactif. Donc, peut-être pour démarrer ce webinaire, petite présentation personnelle. Euh, je suis Thomas Bladier, je suis président de Haut Climat. Haut Climat, c'est la filiale d'EDF qui est spécialisée dans la contribution carbone. J'ai créé cette société avec un collègue dans un processus d'incubation parce que on était motivé à la fois par la création d'entreprises et pour avoir un impact sur cet enjeu aussi important pour notre planète, qu'est l'évolution climatique. Ce que j'explique, c'est que j'ai reçu une grande gifle quand, après avoir entendu égrener plein de chiffres sur les évolutions du climat, trajectoires 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés. J'étais bien conscient qu'on avait ce problème climatique, mais un jour, on m'a montré une carte. On m'a dit, tiens, Thomas, regarde un peu cette carte. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces taches rouges? Eh ben, ces taches rouges, c'est tous les endroits qui seront invivables dans quelques dizaines d'années si on continue comme ça. Et il y avait notamment une tâche qui m'a particulièrement frappé parce que c'est un pays où je suis allé dans ma jeunesse, c'est l'Inde. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants. Et ben l'Inde et le Pakistan, en 2050, c'est-à-dire c'est inhabitable. Et on a déjà vu le mois dernier des gens mourir dans les rues d'Inde parce qu'ils faisaient des températures de plus de 50 degrés. Voilà, on est dans un monde où ces phénomènes vont s'amplifier si bien que ces pays deviendront invivables et on n'imagine pas toutes les conséquences géopolitiques, humaines, environnementales que ça va causer. Voilà, donc le besoin d'agir et le groupe EDF est un groupe qui agit pour la neutralité carbone globale, hein, avec
avec un engagement, avec une raison d'être de construire un avenir énergétique neutre en CO2, et Au Climat s'inscrit dans cet arsenal en faveur de notre climat. Moi, je suis Alexis Pisotti. J'ai rejoint les équipes de climat l'année dernière et je suis en charge du développement commercial. Donc, c'est moi qui rencontre tous les clients, toutes les problématiques auxquelles peuvent se confronter les clients. Et cette dichotomie du marché aujourd'hui avec des porteurs de projets qui sont un peu perdus et des financeurs qui aujourd'hui ne s'y retrouvent plus dans une offre qui devient de plus en plus complexe avec de plus en plus de standards et de choses à appréhender. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était qu'on analyse un peu les actions qui vous permettent de ne pas tomber dans une dynamique de greenwashing. Voilà, l'idée, c'est de répondre à des questions, et on en a identifié quelques-unes, et on répondra aux autres questions que vous avez, sur la façon dont nos entreprises peuvent agir pour le climat sans tomber dans le greenwashing, à travers des projets de contribution, c'est-à-dire des projets qui vont contribuer à défendre notre climat en agissant en dehors de la chaîne de valeur des entreprises. Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est la position du groupe EDF, qui est donc actif pour la neutralité carbone globale, c'est-à-dire pour, au niveau planétaire, arriver à contenir les émissions de gaz à effet de serre et à séquestrer, à retirer suffisamment de CO2 de l'atmosphère. Et ça se fait principalement en accompagnant les entreprises dans de l'efficacité énergétique, l'électrification des usages, de la sobriété, à travers les différentes offres du groupe. Et Au Climat, nous avons été créés en complément pour aider les entreprises qui veulent aller plus loin, en faisant ce qu'on appelait autrefois la compensation carbone, que maintenant on veut appeler la contribution carbone, c'est-à-dire la façon pour une entreprise de contribuer à un projet bénéfique pour le climat, mais qui ne peut pas avoir lieu sans le support de l'entreprise, parce qu'il n'a pas de rentabilité intrinsèque. Et dès lors qu'on est sur cette question de contribution ou de compensation carbone, bah, la question qui se pose, c'est la question légitimement que les entreprises se posent, c'est est-ce que tout ça, c'est pas du greenwashing? Et donc on a bah, une première réponse assez simple qui nous vient de Martine. Voilà, Martine s'en fout puisqu'elle a compensé. Donc Martine, bah, elle peut prendre l'avion puisqu'après tout, elle a compensé ses émissions, donc ça s'équilibre, hein. Elle a financé des projets qui vont retirer du carbone de l'atmosphère, donc elle peut bien continuer à prendre l'avion, à polluer, à avoir la même activité qu'avant, voire pourquoi pas à en faire plus, puisqu'après tout, puisque c'est compensé, eh ben, on peut y aller. On n'a pas plus besoin de faire attention à nos émissions. Donc ça, bien évidemment, c'est une forme de clin d'œil. Ça, c'est ce que nous, individuellement, et ce que EDF en tant que groupe et Au Climat en tant qu'entreprise ne veut pas, c'est-à-dire un système dans lequel la compensation carbone serait une forme d'alibi qui permettrait aux entreprises de continuer comme avant sans rien changer. Et donc, on constate vraiment deux types de controverses, hein. Principalement, comme vous le savez tous, les entreprises qui souhaitent utiliser les crédits carbone pour compenser leurs émissions plutôt que de réduire directement leurs propres émissions, c'est perçu comme de la facilité et ça n'a aucun impact, ça n'a aucun impact sur le climat. C'est pourquoi nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de piloter le plus finement possible son bilan carbone et d'identifier vraiment les postes d'émissions incompressibles. À partir du moment où on voit qu'un investissement n'amènerait qu'un ROI faible sur un aspect de réduction d'émissions de CO2, à ce moment-là, on peut tabler sur le fait qu'on est sur des émissions incompressibles. Et là, oui, là, ça a un intérêt de contribuer à ces émissions-là. Mais aujourd'hui, on a ce type de controverse. On retrouve, hein, j'ai rencontré des acteurs qui me demandaient simplement 10 000 tonnes, la moins chère possible. Donc EDF, bien entendu, ne répond pas à ces typologies de compensation alibi. Et même dans le cadre du greenwashing, c'est des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Une politique de compensation va bien entendu avec une politique de réduction drastique.
Surtout que sur les premières réductions et quand on identifie les premiers postes de réduction, on peut facilement faire des réductions de 30 à 40% sur certains scopes. Également, les controverses que moi je retrouve en clientèle la plupart du temps, c'est oui, mais les projets sont pas en rendez-vous pour différentes raisons. Les méthodes utilisées pour mesurer les réductions, elles sont complètement inexactes ou elles sont pas fiables. L'impact, les déclarations de réduction des émissions sont incorrectes, ce qui fausse complètement les rapports. Et du coup, ça décrédibilise à la fois votre contribution, la contribution du financeur, mais également le porteur de projet. Donc, on a essayé de balayer et de mettre en avant les garde-fous qui vous permettent aussi de vérifier la qualité d'un projet et sa viabilité. Voilà, donc c'est bien d'une part, qu'est-ce que l'entreprise fait avec les crédits carbone et comment est-ce qu'ils sont utilisés, et d'autre part, quelle est la confiance qu'on peut avoir dans la qualité des projets qui sont réalisés. Et le premier point qui est vraiment le plus important, c'est cette question de qu'est-ce que l'entreprise fait des crédits carbone. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est problématique dans le fait, comme le disait Alexis, d'utiliser les crédits carbone comme un alibi pour compenser ces émissions sans chercher à les réduire. C'est-à-dire, comme le fait Martine, bah, je peux bien continuer à prendre l'avion puisque j'ai acheté des crédits carbone. Le problème, c'est que il n'y a pas de passage à l'échelle possible. C'est-à-dire que si l'ensemble des entreprises faisaient ça, on n'a pas assez de toute la terre à reboiser ou à mettre en projet de compensation pour compenser l'ensemble de nos émissions. Et on voit comme en plus nos émissions, elles ont tendance à augmenter. On voit bien que c'est pas soutenable. Donc la priorité, c'est bien de réduire ces émissions. Et c'est le sens, ce qu'on explique du mot contribution, ce qu'on cherche avec ces projets de reboisement, de reforestation, avec ces projets qui aident des communautés fragiles à réduire leur impact sur le climat, c'est bien à contribuer à des projets, c'est-à-dire indépendamment de la trajectoire carbone de l'entreprise. Peut-être on peut passer le slide suivant, Mason, s'il te plaît. Voilà, indépendamment de la trajectoire de l'entreprise, d'aller contribuer à ces projets en plus de ma réduction. Donc, nous, ce qu'on on veut mettre en avant, c'est non pas une logique de compensation alibi où j'achète des crédits carbone pour continuer à faire comme avant sans rien changer, mais bien c'est le contraire, c'est bien le contraire, c'est une politique de contribution qui vient en complément d'un effort fait par l'entreprise pour réduire ses propres émissions. Je nettoie chez moi, ça c'est la réduction des émissions, et en plus, je vais contribuer à aller nettoyer l'environnement qui a été pollué par l'activité de nos entreprises depuis des décennies. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à des projets qui sont bénéfiques pour le climat et qui ne pourraient pas voir le jour sans le soutien de nos entreprises. Et ce qui est important, c'est d'avoir une comptabilisation séparée entre les émissions d'une part et la contribution d'autre part. Il ne s'agit pas de considérer la compensation comme un effaceur magique qui va permettre d'atteindre le zéro carbone ou une espèce de neutralité carbone et de pouvoir dire qu'on a des produits neutres en carbone. Il s'agit d'assumer le fait qu'on a un scope d'émissions qui est peut-être qui était à 100, qu'on fait passer à 80, puis à 70, et que par ailleurs, on contribue, on soutient des projets qui ont un impact bénéfice pour le climat et qui vont être à hauteur de 10, 20, 40 milliers de tonnes, sans faire la somme arithmétique entre les deux pour dire c'est bon, je suis à zéro. Parce que si on dit je suis à zéro, eh ben, le public ne sait pas si on est à zéro parce qu'on a réduit de 99% de nos émissions, ou si on a réduit seulement de 2% de nos émissions et que on finance d'autres activités par ailleurs. Alors c'est un petit peu technique, mais on a remis les exemples d'approches préconisées par la Net Zero Initiative, qui est portée notamment par le cabinet de Jean Covici, Carbone 4, qui préconise de comptabiliser trois piliers: les émissions de l'entreprise et la façon dont on va les réduire, la façon, deuxièmement, dont l'entreprise permet de réduire
chez les autres acteurs les émissions des autres, donc d'aider par exemple des clients ou d'aider des populations fragiles à réduire leurs émissions. Et enfin, les puits de carbone auxquels l'entreprise contribue, et ça peut être en soutenant la création de forêts. De même, une Excuse-moi autre Thomas. approche. Oui, Ouais, j'aimerais vraiment appuyer ton propos quand tu dis que les contributions doivent être pensées en parallèle. Aujourd'hui, on assiste à un effondrement de la biodiversité qui est systémique. Donc, si on ne met pas en place des actions aujourd'hui et qu'on s'y met tous en 2050, il restera plus grand-chose à sauver. Donc, à chacun de faire selon ses moyens et de contribuer dès maintenant. On peut penser aussi aux émissions passées, les émissions qu'on a émises dans le temps, toutes ces émissions-là. Aujourd'hui, on se projette vers l'avenir, mais il faut aussi penser à absorber ce qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère. C'est très important. voilà. Donc le premier point pour ne pas tomber dans le greenwashing, c'est de ne pas utiliser la compensation carbone comme un alibi pour continuer à faire comme avant, mais bien être dans une démarche de changement. Et comme le disait Alexis, d'être dans cette démarche tout de suite et d'utiliser pour avoir un impact sur le climat, non seulement ce que l'entreprise peut faire dans ses propres frontières, mais aussi l'impact qu'elle peut avoir autour d'elle dans son écosystème. Le deuxième point qu'on avait évoqué, c'est bien la qualité des projets proprement dit. Donc, quand on parle de projets de compensation carbone, c'est des projets qui tous répondent à des exigences définies par des standards ou des labels qui sont notamment le fait que le projet doit répondre à un certain nombre d'exigences ou de critères. Ces exigences, de façon générique, il y en a quatre. C'est l'additionnalité, c'est-à-dire s'assurer que sans financement carbone, le projet n'aurait pas eu lieu. Et donc, ce que finance une entreprise, c'est bien une action qui est nouvelle par rapport à ce qui se serait passé si il n'y avait pas eu son financement. Le fait que les risques de non-permanence de la séquestration ou de la réduction d'émissions est évalué. Par exemple, si un projet consiste à planter une forêt, eh ben, on adresse le risque d'incendie en ayant un système d'assurance entre l'ensemble des projets pour que même s'il y a un incendie, l'impact global reste préservé. C'est troisièmement d'avoir un impact qui soit évalué scientifiquement par rapport à un scénario qui soit construit sur des bases robustes. Donc on a bien un scénario de référence et qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. Et on documente scientifiquement l'impact du projet par rapport à celui-là. Et enfin la délocalisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de réduire des émissions ou séquestrer du carbone au bord de mon projet, mais bien de s'assurer que cet impact, il n'est pas juste déplacé. Et par exemple, si je réduis la déforestation à un endroit, que je ne vais pas juste déplacer la déforestation de quelques kilomètres. Deuxième point qui est important, c'est que la compensation carbone ou les standards fonctionnent de façon transparente et basée sur la science. Toutes les méthodes utilisées mises en œuvre par les projets, elles sont documentées, elles sont accessibles au public, elles sont construites par des comités scientifiques et leur mise à jour et leur publication fait l'objet de processus ouverts au public et ouverts à la critique. Et chaque projet fait l'objet de vérification par des tiers. Et par exemple, les projets que nous développons, nous, chez Oclima, en France, sont tous vérifiés par les services de l'État. Donc les services de l'État vont vérifier chacun des projets qu'on monte, qu'il est bien conforme au cahier des charges du ministère de la Transition écologique, avant qu'on puisse les proposer à des financeurs. Et troisième élément important pour la qualité d'un projet climat, eh ben, c'est justement de ne pas s'arrêter au climat, mais d'avoir un impact sur ce qu'on appelle des c'est-à-dire sur d'autres objectifs de développement durable de l'ONU, en contribuant par exemple à la réduction de la pauvreté ou à l'aide au développement. Peut-être que ce sera plus concret avec des exemples de projets. Donc là, on a typiquement, juste celle d'avant, s'il te plaît, Mason. Donc là, typiquement, nous avons un projet de boisement sur une friche agricole, sur un projet qui est labellisé bas carbone. Euh, pour rebondir sur ce que disait Thomas et sur les co-bénéfices qui s'en suivent, alors certes, on va séquestrer une tonne, là sur ce projet-là, on va séquestrer 1484 tonnes de carbone.
Mais ce qui est important, c'est bien d'évaluer les co-bénéfices qu'il y a à avoir sur ce projet-là. Je me permets de rebondir sur les parties prenantes tout d'abord et sur le développement social, même sur les projets du label bas carbone, c'est important d'essayer de mobiliser les ETF, enfin les entreprises de travaux forestiers de la région, d'essayer de dynamiser en fait cet écosystème, pareil que dans 30 ans quand les arbres sont coupés, que l'utilisation première de ce bois-là soit faite dans un rayon de 150 km. Également, c'est des critères que nous, on a, qui sont importants pour le développement de la zone. Également, ce qu'on peut noter pour aller sur un projet, et il y a beaucoup de projets de boisement, de reboisement qui ont fait scandale, notamment les projets de monoculture de pins maritimes. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver et de faire des diagnostics stationnels du sol afin d'identifier quelles essences on peut planter afin de tirer toujours vers ce co-bénéfice qui est la biodiversité. Aller planter des champs de monoessence, c'est pas forcément le but. Le but, c'est d'arriver à recréer un écosystème et donc, du coup, avec un ensemble d'essences et le plus possible d'essences, en ajoutant également pour la biodiversité, par exemple, des fruitiers forestiers ou des essences mellifères qui vont permettre d'éco-bénéfices. Et donc là, on est vraiment sur un projet qui a été développé donc en partenariat avec le gestionnaire forestier et au climat. C'est un calcul de tonnes de CO2 qui a été fait par notre entreprise et qui a été validé par l'Adréal. Et en gros, l'Adréal a validé toutes ces étapes du montage du dossier jusqu'à valider le dossier en disant que ce projet était labellisé. Donc là, on est sur un cadre qui nous fournit la méthodologie, qui vérifie et qui surtout fait intervenir une vérification par un tiers à la fin, comme le disait Thomas, sur les critères d'éligibilité sur un label et qui fait intervenir un tiers de type Bureau Veritas pour certifier que le projet a bien séquestré le bon nombre de tonnes. Voilà, ça, c'est un exemple de projet français, donc qui est vérifié par les services de l'État. On a d'autres exemples de projets, par exemple un projet de boisement ici, un exemple en Chine, un projet dans d'autres endroits. Donc là, l'idée, c'est de replanter des essences qui vont permettre non seulement de stocker du carbone, parce que quand les arbres vont pousser, ils vont stocker du carbone, mais aussi de restaurer de la biodiversité dans une zone qui est en voie de désertification. Quand on fait un projet comme ça, ce qui est important, c'est de bien qualifier ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. Et donc, on voit qu'on a une zone qui est en voie de désertification depuis plusieurs années. Euh, le scénario de référence, je dirais, est assez simple. Les risques principaux, comme on imagine bien sur des projets comme ça de plantation, d'afforestation, c'est des risques d'incendie qui vont faire que bah, le carbone séquestré pendant quelques années par la forêt va être relargué dans l'atmosphère au moment où la forêt va brûler. Et c'est pour ça que ce que prévoient les standards, c'est ce qu'on appelle un système de buffer, c'est-à-dire que si ce projet là, permet de séquestrer 1 million de tonnes de carbone, de CO2, eh ben, en réalité, il ne pourra commercialiser entre guillemets que des crédits à hauteur de 800 000 tonnes, parce qu'il y a 20% qui sera jamais proposé sur le marché. Et comme l'ensemble des projets par le monde qui appliquent ce type de méthodologie font ça, et ben ça permet d'assurer en quelque sorte le fait que même s'il y a 10, 15, 20% de l'ensemble des projets financés qui brûlent, l'ensemble des tonnes qui auront été commercialisées reste inférieur à ce qui a été physiquement stocké par ces projets. Et bien évidemment, il y a des marges de sécurité qui sont prises sur ces projets. Euh, Projets qui, qui, qui permettent de faire de séquestration. Il y a plutôt des projets d'évitement, c'est-à-dire réduire des émissions de gaz à effet de serre qui auraient eu lieu. C'est le cas par exemple des projets qu'on appelle les projets de Cook Stove,
ou qui sont des fourneaux de cuisson, euh, que tu peux me présenter, Alexis. Bah là, on part d'un constat simple. En Zambie, la cuisson, la cuisine est faite sur un four à trois pierres avec du bois et la casserole par-dessus. Il y a une pollution atmosphérique du logement qui est folle. Plus de 500 000 décès de femmes prématurées par an dus justement à cette insalubrité de l'air. Une déforestation massive parce que bien sûr une efficacité énergétique très faible et du temps surtout pour les femmes et pour les enfants pour aller ramasser du bois. En leur fournissant ces simples fourneaux de cuisson améliorés, en fait, on va agir à plusieurs niveaux et on va vraiment aller dans le sens des objectifs de développement des Nations Unies. Donc, le premier constat, c'est qu'on va réduire la déforestation. Ça, c'est net. On a besoin de beaucoup moins de bois pour cuire la même quantité de nourriture. Mais on va, oui, par conséquent, dégager du temps à la femme pour aller travailler, du temps à l'enfant pour aller à l'école et améliorer la qualité de l'air. Donc, en fait, à, à- à travers un constat simple de déforestation et d'utilisation qui n'est pas optimale de cela, on peut tout à fait, en fait, grâce à une action qui ne coûte pas énormément cher, arriver à tendre vers des ODD multiples. Donc on a un bénéfice en cascade, on adresse le problème du climat et on contribue aussi à améliorer la qualité de vie, l'éducation et la santé. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que des projets de compensation peuvent soulever des interrogations? C'est notamment ce qu'on appelle l'approche contrefactuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va mesurer qu'est-ce qui se passe pour de vrai par rapport à ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le projet. Et c'est bien cette différence qu'on veut valoriser. Et donc la grande difficulté, c'est qu'on n'est pas dans une mesure, mais on est dans une évaluation de mon scénario dit entre guillemets de référence, c'est-à-dire si j'avais pas fait le projet, qu'est-ce que ça aurait donné? Et par exemple, si on a des projets qui consistent à récupérer du méthane de décharges à ciel ouvert qui a lieu dans des pays où le méthane, enfin, comment dire, par exemple, une banlieue d'une grande ville en Amérique latine, et ben typiquement, le méthane qui se dégage naturellement du pourrissement des ordures ménagères, et on sait qu'il a un effet 20 fois pire que le CO2 dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre. Et ben, si on le récupère, on sait combien on a mesuré, on sait combien on a, pardon, on en a capté, et donc on peut assez facilement se dire, voilà, ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ce projet de récupération de méthane, c'est que toute cette quantité de méthane aurait été dans l'atmosphère, et on sait quantifier l'impact climatique. De même, euh, quand on est sur des projets où on veut limiter la déforestation, comme les projets Cookstove, ben on arrive à évaluer ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'utilisation des cookstoves par toutes ces populations. Donc là, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué que dans le cas de mon méthaniseur, parce que mon méthaniseur, juste un endroit où il faut que j'aille vérifier la quantité de méthane récupérée. Là, les cookstoves, c'est un peu plus compliqué. Et donc nous, là, on est vigilant vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis des projets qu'on source, c'est sur la façon dont cette vérification, elle est faite. Et ce qui est vrai, c'est que dans les projets de compensation, ça fait à peu près 15 ans qu'ils existent, hein, ces projets. Ils ont été créés à l'origine avec le protocole de Kyoto. Et eh bien, c'est comment dire, c'est une activité qui a appris en marchant et dont les méthodologies ont évolué avec le temps et se sont affermies, affûtées avec le temps. Et là où certains projets qui datent un peu peuvent avoir des méthodes de vérification où on va se contenter de demander à certaines personnes quelle est leur utilisation des cookstoves, des fourneaux de cuisson, ben, il y a d'autres projets pour lesquels la méthode d'audit va être plus rigoureuse, où on va mesurer la quantité de bois consommé, où on va faire des échantillonnages plus importants. Et c'est le rôle qu'ont des entreprises comme les nôtres,
en plus de développer des projets de compensation, on aide les entreprises à trouver des projets, enfin, des crédits issus de projets internationaux, d'aller regarder dans le détail la façon dont ces impacts ont été évalués. Des projets qui ont été particulièrement mis aussi sous le feu des projecteurs, c'est des projets qu'on appelle dans le jargon REDD+. C'est des projets mis en place avec une méthodologie définie par l'ONU et qui consiste à protéger des zones pour éviter leur déforestation. Et ça se fait sur des zones qui peuvent être très importantes à l'échelle d'une région entière. Et le problème de ces projets, c'est vous pouvez mesurer la déforestation qui a lieu ou pas dans la zone protégée, et on peut de plus en plus facilement le faire avec des satellites et avec ces systèmes de supervision. Mais ce qui est très compliqué, c'est de savoir quelle aurait été la déforestation si on n'avait pas mis le projet. Et ça, donc ça a nourri une controverse, notamment l'année dernière, sur ces projets, avec des questions sur l'éventuelle surestimation de l'impact de ces projets, avec des gens qui sont venus dire, en réalité, même s'il n'y avait pas eu le projet, la déforestation aurait été plus faible. Donc c'est là qu'il peut y avoir des risques par rapport à ce type de projet, pour lesquels le scénario de référence est très difficile à évaluer. Après, ce qu'on peut voir, c'est que dans ces projets, il y en a certains qui sont plus objets de controverses. On en a d'autres, en revanche, qui sont assez exemplaires. Je pense par exemple à un projet au parc national qui héberge les derniers orang-outans de Bornéo. Vous savez que Bornéo, c'est une île d'Indonésie qui a été transformée en un immense champ d'huile de palme. Il y a une zone de colline à côté du parc qui aurait dû être transformée aussi en champ d'huile de palme, mais qui a été protégée depuis une quinzaine d'années par un projet de compensation carbone. C'est-à-dire que la seule façon d'apporter un financement qui protège cet écosystème, eh bien, c'est la finance carbone. Et là, bah, c'est assez clair que sans le projet, on aurait aujourd'hui non plus une forêt primaire qui habite une centaine d'espèces en voie de disparition, mais on aurait un vaste champ d'huile de palme. Donc, sur cette question de qualité des projets, ce qui est important, c'est voilà, d'être en capacité d'aller regarder un peu dans le détail quelles sont les hypothèses sur lesquelles ils sont bâtis et quelle est, je dirais, la qualité de la méthode qui est utilisée. Et le problème effectivement qu'on a, c'est qu'on a dans le monde des écosystèmes aujourd'hui qui sont menacés. Ces écosystèmes, pour les pays dans lesquels ils sont, bah, je dirais, les mettre en culture, de faire de l'exploration pétrolière ou de l'exploitation minière, c'est souvent la seule façon pour ces pays de tirer de la valeur de ces territoires. Comme ce sont des écosystèmes uniques qui sont des puits de carbone importants, bah, c'est important de pouvoir les préserver. Et aujourd'hui, la seule chose qui permet de le faire, c'est la compensation carbone. Donc il faut tenir compte de ça aussi quand on prend ces décisions. Euh, Et donc, concrètement, bah, que faire? Je ne peux appuyer que le propos de Thomas, des due diligence, vérifier les crédits qu'on achète, vérifier auprès des gens qu'on achète les crédits que des contrôles supplémentaires soient effectués et qu'ils ne se soient pas uniquement basés sur les informations qui sont trouvées. Penser à contribuer plutôt que compenser, pas de crédit alibi comme on l'a dit en introduction. L'idée, c'est que la contribution vient en complément et il faut la penser dès maintenant. Donc, de contribuer à hauteur de ces émissions incompressibles et de choisir des projets avec des co-bénéfices qui contribuent au développement durable de l'ONU et qui vont au-delà du climat. Et il y a aussi concrètement que faire, choisir des projets locaux et donc avec beaucoup plus de facilité, tout en pouvant se rendre sur les parcelles, sur le terrain, en allant visiter les parcelles pour vérifier la véracité du projet. Voilà, et donc bon, sans entrer dans les détails, mais quand on parle de due diligence, ça c'est une partie des vérifications qui sont faites par au climat ou nos collègues au sein du groupe EDF, de vérifier la qualité de la certification, c'est-à-dire la possibilité pour le projet de vraiment
justifier les affirmations de contribution, s'assurer de la cohérence entre les différents rapports de suivi et puis la certification qui est faite par les auditeurs tiers. Il y a une question qui est technique mais importante en ce moment, c'est ce qu'on appelle la double comptabilité et l'incertitude réglementaire, c'est-à-dire que suite à l'accord de Paris, il y a la possibilité qui est ouverte pour des pays et pour des entreprises d'aller financer des projets qui sont dans d'autres zones géographiques. On sait expliciter les pays qui permettent de faire ce genre de dispositif. S'assurer aussi du partage des bénéfices, c'est-à-dire de voir concrètement à qui va profiter les bénéfices générés localement par les projets de compensation, mesurer les impacts, notamment non carbone, hein. On a parlé des impacts sur potentiellement l'éducation, sur la santé, et puis s'assurer de la bonne réputation et du track record des contributeurs et des porteurs de projets avec lesquels on travaille. Voilà, et donc les deux approches qui nous paraissent intéressantes, hein, pour contribuer sur le climat, contribuer aux enjeux du climat sans tomber dans le greenwashing, c'est bien contribuer à des projets locaux sur lesquels on n'a pas de doute sur la réalisation, une vérification facile et on s'appuie sur des dispositifs qui sont encadrés par l'État, ou travailler avec des partenaires qui vont permettre d'aller dans le détail des crédits et des projets et pour appréhender leur qualité réelle, même au-delà du strict impact CO2. Euh, on va maintenant prendre vos questions. Vous pouvez poser dans le chat. Je vois il y en a certaines qui ont commencé à être posées. On va les reprendre peut-être dans l'ordre. Alors, donc on a une question sur combien d'entreprises sont aujourd'hui intéressées par l'achat de certifications carbone pour faire de la contribution, c'est-à-dire qui réalisent un bilan carbone, ont une trajectoire et des leviers et souhaitent faire plus. Est-ce vraiment significatif aujourd'hui? Je pense que euh, aujourd'hui, il y a un nombre croissant d'entreprises qui s'y intéressent. On estime qu'en France, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui sont dans cette logique. Ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises, au cours de ces dernières années, et c'est un des effets paradoxal de la crise Covid qu'on a connue, c'est qu'il y a une prise de conscience voilà, de ce que de ce que ça veut dire d'avoir un défi planétaire majeur à gérer. Et il y a vraiment une prise de conscience croissante et tu me confirmeras, Alexis, mais authentique de la part d'entreprises et de personnes dans les entreprises pour chercher à avoir un impact. Après, c'est un problème qui est compliqué et nous, on est conscient que la compensation ou contribution carbone, ce n'est qu'un des éléments du dispositif et de ce que les entreprises et l'économie doivent faire. Mais on voit un nombre croissant d'entreprises s'engager dans cette logique. Alors moi, je peux que confirmer ça. On voit de plus en plus les entreprises, au départ, se posaient la question il y a 2 ans. Aujourd'hui, commencent à aborder les sujets vraiment à bras-le-corps. Également, on peut citer toutes les entreprises qui ont déclaré vouloir être net zéro en 2030 et qui se rendent compte que bah, leurs émissions, la réduction de leurs émissions n'ira pas assez vite. Mais oui, aujourd'hui, on peut voir, on assiste en fait sur le marché à une volonté à la fois de relocaliser l'impact, un peu en quelque sorte. Vous savez, comme une entreprise industrielle qui travaille à l'international a besoin de relocaliser peut-être son impact avec un projet local proche de chez lui et de ses usines, et de compléter cette approche-là avec une approche 360 avec des projets internationaux. Mais oui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus intéressées et passent de plus en plus à l'étape d'achat. Quand on avait des cibles en exploration, aujourd'hui, ces entreprises passent à l'action. Il y a une deuxième question. Que La répondre à une deuxième entreprise question, industrielle oui. qui souhaite atteindre la neutralité carbone en décarbonant ses usages et contribuer ses émissions résiduelles en considérant un équilibre entre émissions à l'échelle du site et les émissions compensées via un projet de compensation? Je pense que c'est la bonne logique, hein.
Alors, comment dire, il y a l'idée et la formulation. Donc, déjà, bah, je dirais bravo à cette entreprise. Ah, on t'a perdu, Thomas. Depuis vraiment, vous m'entendez? T'as perdu Thomas. On t'a perdu. Je Ok, dirais bravo à cette entreprise. ok, voilà, je dirais bravo à cette entreprise d'abord pour vouloir avoir un impact et avoir prendre sa responsabilité par rapport à son impact climatique. Et ensuite, bravo de vouloir le faire en combinant ces deux leviers qui sont de décarboner ses usages. Et comme on l'a dit, c'est super important, c'est votre première responsabilité. Et aussi en ayant un impact autour d'elle ou en tout cas dans son environnement ou plus globalement, je dirais, en soutenant des projets qui ne peuvent pas fonctionner sans ce soutien des entreprises. Donc ça va tout à fait dans le bon sens. Le point que je conseillerais, c'est dans la communication, de ne pas dire nous avons atteint la neutralité carbone, cocorico, mais plutôt de dire nous avons réduit nos émissions, nous avons décarboné nos usages avec telle ampleur, et par ailleurs, nous avons soutenu des projets qui ont tel impact. Voilà, donc juste en termes de formulation, de communication, de bien présenter les deux séparément et de ne pas laisser penser que tout ça, c'est un machin un peu opaque qui sort avec le chiffre zéro. Il y a une troisième Parce que question. Comment vous choisissez, acceptez vos clients? Quel contrôle de sincérité? Alors ça, je peux répondre en partie. Lors moi de mes échanges avec les entreprises, ma première question, c'est de leur demander où en êtes-vous de votre réduction et de votre empreinte. L'idée, c'est de comprendre aujourd'hui quels sont les points de douleur des entreprises sur les aspects de réduction. Donc nous, on creuse vraiment cette partie-là. On a également tous les bilans, tous les rapports RSE des entreprises. Mais vu que aujourd'hui, vous savez, une vente de crédit carbone se fait pas sur un coup de téléphone. Aujourd'hui, il faut raconter une histoire, il faut choisir des projets, il faut aller voir ces choses-là. Ça multiplie les échanges avec les acteurs et ça nous montre et ça nous prouve que c'est des acteurs qui sont vraiment dans des dynamiques de réduction et qui ont pris ces sujets à bras le corps. On va pas les vérifier sur site la preuve, mais on va constater la preuve à travers leurs différents bilans, par exemple, de leur bilan Béguès d'année en année. voilà. Et puis, il y a un point qui est important aussi, c'est la communication, c'est-à-dire la façon dont on est vigilant sur la façon dont l'entreprise communique à propos de l'utilisation de cette compensation ou contribution carbone euh, pour ne pas en faire un argument trompeur. Je ne sais pas si ça veut dire qu'on peut refuser des clients ou on peut y être amené. En tout cas, ce qui nous est arrivé plus d'une fois, c'est d'avoir une explication avec un client pour euh, les aider à mûrir sur ce que ça voulait dire que cette opération de compensation et que ça pouvait pas être juste une opération de communication. Le plus souvent, on a des entreprises qui sont dans cette logique de vouloir réduire les émissions et les ajustements qu'on a à faire, c'est sur la façon dont elles vont les utiliser dans leur communication. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade. Une question, comment travaillez-vous avec des acteurs tels qu'Ecotree? Les différences? Alors, Écoterie, Écoterie, c'est un acteur qu'on connaît bien, hein. C'est un acteur qui est un de nos partenaires. On développe, enfin, pour être clair, c'est à la fois un partenaire et un concurrent. C'est-à-dire qu'on développe, comme eux, des projets basés sur la forêt en France ou en Europe. Donc à ce titre, c'est des gens qu'on rencontre. Et Coterie, ils ont été créés avant l'émergence et la mise en place du label bas carbone français, label bas carbone de l'État. Donc ils ont
ils ont à un moment donné utilisé leur propre label. Nous, on a fait le choix plutôt d'utiliser celui de l'État qui nous donne. On trouve que c'est sain d'avoir un acteur tiers qui fasse cet exercice. Euh, Après, euh, ouais, La alors différence avec Écoterie, excuse-moi Thomas aussi pour rebondir, Écoterie n'est présent que sur la forêt. Nous sommes présents donc sur la forêt, sur l'agriculture et également à l'international, ce qui nous permet vraiment d'accompagner nos clients sur le bout de la chaîne. ouais. Après, oui, il y a une question sur les termes de projet compensation carbone, finalement pas les bons termes pour les types de projets présentés. Alors, voilà, nous, on cherche à parler de contribution climat plutôt que de compensation carbone, avec cette idée, hein, comme vous l'avez compris, la compensation qui me permet d'arriver à zéro, et donc, ça induit l'idée ou la suspicion que ça pourrait être, je fais tout ça pour pouvoir continuer comme avant et pour que tout change pour que rien ne change. Alors que la contribution, c'est l'idée, bah, je fais mon travail chez moi en réduisant mes émissions et en plus, je vais contribuer à des projets. Donc, on préfère parler de contribution climat. On voit bien qu'en termes de communication, ça claque moins parce que c'est plus sympa en termes de communication de pouvoir dire youhou, je suis à zéro carbone, mais ça nous paraît authentique. Donc là, le conseil qu'on donne, c'est plutôt de parler de contribution climat. Le coût d'un projet de compensation, alors le coût d'un projet, il va dépendre de plusieurs facteurs. Il dépend premièrement du type d'opération physique qui va être utilisée pour séquestrer le carbone ou pour réduire les émissions. Il va dépendre aussi du pays dans lequel les opérations ont lieu, et ça dépend c'est lié à des coûts économiques, et puis ça dépend aussi de facteurs de plus ou moins rareté par rapport à certains types de projets. Parce que, en effet, comme vous l'avez bien compris, un projet ne se caractérise pas uniquement par combien de tonnes de carbone j'ai séquestré, mais aussi à quel endroit ce projet a eu lieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller visiter? Est-ce qu'il y a des co-bénéfices auxquels l'entreprise est attachée? Et donc ça donne des caractéristiques différentes qui fait que les prix vont être différents d'un type de projet à un autre. En France, sur les projets forestiers, on va être en gros autour de 30-35 euros par tonne de CO2, mais avec une amplitude un peu large en fonction du type de projet ou de forêt qui sont à reboiser. Sur des projets qui sont basés plutôt sur l'agriculture, c'est-à-dire la réduction d'émissions par les agriculteurs français et le stockage de carbone dans les sols, on est plutôt autour de 40-45 euros par tonne de CO2. Et quand vous êtes à l'international, vous avez des prix qui sont assez différents. Projet d'afforestation, on va planter des arbres, on va être entre 15 et 20 euros. Les projets de type cook stove dont a parlé Alexis, on va être entre 10 et 15 euros. Et il y a d'autres types de projets, par exemple ceux basés sur la méthanisation ou des projets plus anciens qui sont construits en développant des énergies renouvelables. Là, on va être en dessous de 10 euros. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de projets en France? Oui, c'est vrai que euh, c'est intéressant. Là, il y a plusieurs intérêts, comme tu le disais, Alexis, hein, il y a bien une relocalisation de l'impact. Donc, c'est tout l'intérêt des projets français. Euh, Nous, ce qu'on pense aussi, c'est qu'on n'a qu'une seule atmosphère. Et l'intérêt des projets internationaux, quand ils sont bien choisis, eh bien, c'est de pouvoir avoir ces effets en cascade. J'avoue, moi, personnellement, je trouve que les projets Cookstove, là, dont a parlé Alexis, qui permettent à la fois de lutter contre la déforestation, d'améliorer la santé des personnes et développer une activité économique dans des pays qui sont peu avancés ou en voie de développement et qui souffrent déjà du réchauffement climatique généré par d'autres pays, à savoir les nôtres. Bah, je trouve que c'est quand même aussi des projets intéressants, et ça nous motive, nous, de promouvoir aussi ces projets-là. Et également, ce qu'on peut ajouter, Thomas, c'est que les projets internationaux sont sur des investissements et sur des volumes beaucoup plus grands. Quand un projet forestier de 10 000 tonnes, par exemple, va être un gros projet sur le territoire français, 10 000 tonnes à l'échelle internationale, c'est rien du tout.
comme vous avez pu le voir sur le projet chinois d'afforestation, on parle de séquestration à hauteur de centaines de milliers de tonnes. Donc c'est aussi pour cet impact-là. Et j'ajouterai un troisième élément, c'est que bien sûr qu'il faut travailler en France, bien sûr que les entreprises implantées en France doivent bosser en France, enfin doivent travailler sur le climat en France, mais nous avons plein de fleurons français, plein de belles entreprises qui ont également des sièges et des usines et des impacts à l'étranger. Et donc ça, faut pas l'oublier. Nous, on a pas mal d'industriels aujourd'hui qui s'interrogent sur la compensation de leurs filiales en Amérique du Sud, en Indonésie, etc. Voilà. Il y a une question sur est-ce qu'une entreprise peut intégrer ce que nous faisons dans ce qu'on fait avec elle dans son bilan GES? Alors le bilan GES, donc le bilan gaz à effet de serre de l'entreprise, c'est bien le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, et ces émissions ne sont pas réduites quand l'entreprise finance des projets de contribution au climat ou de compensation carbone ailleurs. Donc ce bilan, il reste ce qu'il est, et c'est un peu le sens de ce qu'on dit, notre message qui est de dire ce qui est important, c'est bien de jouer sur les deux leviers, réduire son bilan et contribuer à des projets externes. En revanche, tout ce qui est la CSRD, la communication, le reporting mis en place par l'Union européenne sur l'impact des entreprises, là, évidemment, on peut et on doit communiquer sur les actions de contribution climat. Alors, oui, Karine, je lis votre message. J'aurais besoin de plus d'explications pour comprendre à quoi vous faites référence. Et par rapport au bilan GES. D'accord. Ouais, voilà. Donc, le bilan GES, il reste ce qu'il est. Et pour nous, c'est vraiment important qu'une entreprise, elle communique sur le montant de ses émissions et la façon dont elle les réduit, séparément des, des, Si, on t'a perdu Thomas encore une fois, mais ce que tu voulais dire, c'est que la comptabilisation se fait de manière différente, qu'on a notre bilan de gaz à effet de serre et qu'on met en parallèle Exactement, c'est bien ça. nos réductions d'émissions qui montrent bien qu'on est dans une dynamique de contribution à la neutralité carbone globale. Voilà pour nous. J'espère que vous avez appris certaines choses. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je crois qu'on a perdu Thomas. Non, je suis toujours là. J'attendais comme toi voilà, voir si on avait des retours de nos auditeurs. Euh, Comme vous l'avez compris, nous, on fait cette activité parce que c'est notre boulot, mais voilà, on a vraiment à cœur d'avoir cette contribution. Ça nous fait vraiment plaisir de voir des entreprises qui s'engagent pour le climat. On est preneur aussi de vos retours sur ce webinaire pour savoir si ça répond à vos attentes et s'il y a d'autres questions, d'autres types de sujets par lesquels vous êtes intéressés à l'avenir. Désolée, petit problème technique. Hop. Excusez-moi. On a une question de Madame Mourlot également. Ah oui, quid si le projet financé entre dans le scope 3 de l'entreprise? Bah, si un projet entre dans le scope 3 de l'entreprise, euh, bah, ça réduit le scope 3 de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, effectivement, donc le scope 3, comme vous le savez, c'est non pas le scope 1 qui est le carbone que j'émets directement en le brûlant dans mes moteurs ou mes chaudières, ni le scope 2 qui est inclus dans l'énergie que j'achète, mais le scope 3, c'est bien l'intégralité des émissions générées par ma chaîne de valeur amont et aval, c'est-à-dire les produits que j'achète, la façon dont ils ont été transportés, les transports de mes collaborateurs et l'utilisation que mes clients font de mes produits. Donc, si je, Oui, oui, pardon, excuse-moi Thomas, vas-y. voilà, donc si j'ai un projet
qui a un impact sur ce scope 3, qui le réduit, et ben nécessairement, voilà, mon scope 3 va réduire. Donc effectivement, vous avez raison, Julia. Dans ces cas-là, on peut reporter le projet, mais on va pas le reporter on va le reporter parce qu'il a un impact direct sur le scope 3. Je voulais donner un exemple concret. J'imagine par exemple, je sais pas, hein, une marque distributeur qui vend un produit, qui vend des céréales, qui produit chez son exploitant. Il met en place des réductions d'émissions avec son exploitant agricole. Et du coup, oui, en effet, quand on va faire la comptabilisation carbone, le scope 3 sera bien entendu affaibli. Donc là, dans ces cas-là, ça rentre bien enfin, c'est bien une réduction d'émissions quand on finance son propre scope 3. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, en espérant que ça vous ait intéressé, que ça vous ait plu, on va vous faire suivre la présentation, comme on vous l'a dit, dans la foulée. Preneur de vos retours également.